Forcément, l'attentat, je peux vous dire que ça vous fait un peu voir tout le monde comme un ennemi ou comme un danger. Ces fausses victimes, c'est une trahison de notre bienveillance et c'est plusieurs pas en arrière dans notre reconstruction. Plusieurs fausses victimes ont infiltré l'association des survivants des attentats du 13 novembre 2015. J'ai rencontré Arthur, qui est survivant du Bataclan et le président de l'association Life for Paris. Il nous raconte comment il a démasqué ces escrocs qui étaient à la recherche d'argent facile et de notoriété. Voici le Mac d'Actu. Donc après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis, il y a une des victimes qui s'appelait Maureen, qui a lancé un appel sur Facebook en disant on a vécu quelque chose d'horrible, mais on a une chance dans notre malheur, c'est qu'on est extrêmement nombreux. L'idée, avant de faire une association, c'est de faire un espace de discussion sur Facebook qui nous permettra de nous parler et puis d'organiser des rencontres dans la vraie vie. Et donc, il n'y a pas un processus de validation hyper bien fait. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte après, c'est qu'il y a des gens qui n'avaient aucun rapport avec les attentats qui venaient, pour des raisons assez diverses, et soit par une forme de curiosité malsaine, soit pour finalement intégrer une communauté extrêmement bienveillante, soit parce que forcément il y avait beaucoup de médiatisation autour du 13 novembre, et c'était pour ces personnes-là une manière de s'approcher un peu de l'actualité. Et donc au fil du temps, on s'est rendu compte qu'on avait des gens qui étaient là et qui n'avaient rien à y faire, qui avaient menti sur ce qui leur était arrivé le soir du 13 pour rentrer. Et donc une partie de ces gens-là, on les a découverts assez vite et on les a fait partir. Puis la dernière catégorie, celle qui finalement nous faisait le plus de mal, c'est des gens qui sont vraiment entrés dans l'association, qui ont vraiment participé à la vie de l'association et qui sont allés récupérer des indemnités qui étaient indues. Et donc ces gens-là, on a mis beaucoup plus de temps à les attraper. Des personnes comme ça, moi j'en ai 4 en tête. Il y a d'abord un garçon qu'on a attrapé assez vite parce que lui, son récit était qu'il était devant le Bataclan au moment de la fusillade, pas dedans, et qu'il avait vu une femme enceinte se faire tirer dessus au café du Bataclan, qui est donc le café à l'entrée de la salle. Et ça, on a vite compris qu'il n'y avait pas de femme enceinte à cet endroit-là, on l'a confronté et on a compris qu'il mentait. Donc lui s'est fait attraper assez vite, et par ailleurs, il avait réclamé de l'argent à l'État. Ensuite, les 3 autres, on a mis beaucoup plus de temps à les attraper, et c'est 2 cas distincts. Il y en a 2, pour le coup, qui nous disaient, un, j'ai été au Bataclan, l'autre, j'ai été dans un bar, et qui avait un récit extrêmement structuré sur le sujet, extrêmement précis et tout à fait plausible. Celui qui était au Bataclan, lui, racontait qu'il était dans la salle avec des copains, que ses copains avaient été tués. On avait les noms des copains, effectivement, ça correspondait à des noms de personnes décédées. Qu'ensuite, il s'était enfui en face du Bataclan et qu'il s'était caché dans le petit parc toute la nuit en face. Première chose qui aurait dû nous alerter, c'est qu'en fait, évidemment, la police avait bouclé le quartier. Et donc, quelqu'un qui serait enfui du Bataclan et qui serait caché dans le petit parc, à partir de 23 h, il était pris en charge par la police et les secours. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est rapproché de plusieurs filles de l'association et qu'un jour, ces filles-là ont comparé le récit un peu précis qu'il leur avait donné et que ça ne matchait pas du tout. Et donc, ce jour-là, on a compris qu'en fait, il mentait depuis le début et qu'il était là à la fois pour chercher une forme d'amitié et puis surtout pour prendre de l'argent à l'État. Donc lui, malheureusement, j'ai dû le dénoncer à la police, il s'est fait arrêter, il y a eu un procès. De mémoire, il avait pris 70 000 € d'indemnité au moment où il s'est fait arrêter. Lui était allé jusqu'à s'acheter une fausse place sur le dark web pour Eagles of Death Metal, histoire d'avoir une preuve pour montrer à la fois à l'association et au fonds de garantie. L'autre, c'est une fille qui nous disait qu'elle était dans un des bars qui avait été touché ce soir-là, qu'elle en était une habituée et qu'elle avait été blessée. Et elle avait effectivement au coude une cicatrice. Alors, ce qui aurait peut-être dû nous mettre la puce à l'oreille, c'est que sa cicatrice au coude était assez légère, alors que quand on se prend une balle de Kalash, en général, le coude explose. Mais elle, un jour, quelqu'un vient me voir et me dit « Tu sais, c'est une menteuse, elle a des problèmes de mythomanie, et donc ça me paraît quand même très étonnant qu'elle soit vraiment victime. » Je ne savais pas quoi faire de ça, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre me dise « Je sais pas si tu as déjà vu cette vidéo », et me montre une vidéo d'elle prise le 14 novembre, où on la voit en pleine forme, mais en larmes, parler à une télé norvégienne et leur dire « Je suis une habituée du bar, mes copains se sont fait tuer, mais moi j'y étais pas ce soir-là. » Et donc en fait, il s'avère que c'était effectivement une habituée du bar, qu'elle habitait dans la rue, et que donc elle se sentait probablement très proche des victimes. Et par ailleurs, elle avait déjà un casier judiciaire pour escroquerie, et donc elle a un peu mêlé ces 2 passions, ce bar-là et l'escroquerie, pour venir chez nous, s'immerger dans notre communauté et demander une indemnisation. Et elle aussi avait touché plusieurs dizaines de milliers d'euros d'avance. Le cas le plus insidieux qu'on ait eu, c'est une fille qui est venue chez nous en nous disant « Moi, je ne suis pas victime, mais un de mes meilleurs amis est victime et il est dans le coma à l'hôpital, c'est très grave. » Et elle, au fur et à mesure, elle a réussi à tisser des liens avec beaucoup de monde jusqu'à ce qu'on l'emploie pour un travail de secrétariat à l'association. Et on a découvert ensuite que dans le même temps,
elle avait un récit tout à fait différent vis-à-vis de la police et du fonds de garantie, à qui elle disait « Si, moi je suis victime directe, et j'ai été prise dans les attentats du Bataclan, et donc je dois avoir une indemnité. » Et donc un jour, quelqu'un chez moi se retrouve avec la puce à l'oreille, et donc je passe un coup de fil au fonds de garantie, et je leur dis « Écoutez, on se connaît bien, j'ai juste une question simple pour vous, est-ce que telle personne a un dossier ouvert chez vous ?» Ils me disent « Bah oui, elle était au Bataclan. » Et là, s'ouvre en fait un abîme assez complexe, où je me dis « Mais si ça se trouve, elle y était, elle n'a pas voulu nous le dire, parce qu'elle a une raison pour nous le cacher, ça peut être le choc, ça peut être l'envie de ne pas en parler. » Il faut bien comprendre que dans les victimes d'une association de terrorisme, évidemment, l'état psychologique est très fragile pour tout le monde. Et donc, qu'il y ait des petits mensonges, on peut le comprendre. Mais je suis quand même obligé d'aller voir la police et de leur dire « Je crois qu'il faut faire une vérification. » Et à ce moment-là, la police découvre qu'en fait, c'est une escroc professionnelle. Et donc, elle se fait attraper en ayant beaucoup plus infiltré notre communauté et en ayant rendu, en tant que secrétaire de l'association, un tas de services à tout un tas de membres. Et donc là, c'est une trahison beaucoup plus forte pour nous, c'est-à-dire qu'elle nous a vraiment escroqué d'une forme d'amitié et d'une forme de confiance qui était beaucoup plus forte que toutes les autres fausses victimes. Donc celle qui avait abusé de nous, de notre confiance et escroqué l'État, elle a pris 5 ans de prison, mais parce qu'elle était en état de récidive. Pour la petite histoire, quand elle va déposer sa fausse plainte auprès de la police pour avoir été au Bataclan le 13 novembre, elle avait déjà un bracelet électronique autour de la cheville d'une précédente condamnation pour escroquerie. Et donc voilà, selon les antécédents des gens, selon la somme qu'ils avaient escroquée, selon tout un tas de choses où les juges ont eu à décider, tous ces gens-là ont pris des peines de prison entre 18 mois avec sursis et 5 ans. Finalement, si on fait une association de victimes de terrorisme, il y a plein de choses. C'est pour aider les gens à comprendre comment se faire aider par l'État, à comprendre le chemin de justice. Mais c'est aussi pour se dire, on va recréer un espace où on peut avoir confiance entre nous, entre êtres humains, parce que forcément, l'attentat, je peux vous dire que ça vous fait un peu voir tout le monde comme un ennemi ou comme un danger. Et donc, à chaque fois, ces fausses victimes, c'est une trahison de notre bienveillance, et c'est plusieurs pas en arrière dans notre construction. Là où on se disait, on peut faire confiance à l'autre, on se dit, mais finalement, tout le monde ment peut-être, et donc c'est extrêmement difficile. Et donc, ça a vraiment été quelque chose qui a eu des conséquences de long terme, et encore plus pour les gens qui étaient très proches de ces fausses victimes-là. C'est vraiment une trahison hyper forte, c'est une trahison du groupe, c'est une trahison individuelle, et le seul mal pour un bien, c'est que ça nous a aussi permis, quelque part, de remettre notre degré de bienveillance au bon niveau. Parce que forcément, on rentre dans une asso comme ça, en se disant il faut être gentil avec tout le monde est traumatisé, on a tous vécu l'horreur. Et puis on se rend compte que c'est vrai, mais que c'est pas pour ça que le monde entier va être sympa avec nous. Et donc ces fausses victimes-là, le seul intérêt que ça a pu avoir, c'est de nous réhabituer au fait que le monde allait pas être sympa avec nous éternellement, et que plus le temps passerait, et plus on serait traité de manière normale par tout le monde. Ça a été une épreuve du feu qui finalement nous a permis de nous construire dans la durée, et qui nous a permis d'affronter des choses très difficiles comme les procès. Parce qu'évidemment, ces fausses victimes-là, elles nous font du mal, mais c'est encore autre chose d'aller affronter ces bourreaux qui sont enfermés dans une salle d'audience. Et on est arrivé mieux préparé en ayant dû faire face à tout ça. Sachant que ce qu'on a eu aussi, et qu'il ne faut pas du tout négliger, c'est que ces histoires de fausses victimes ont été très médiatisées déjà à l'époque. Et la médiatisation, quand c'est pour vous faire passer pour une bande de naïfs qui n'a pas vu venir le mensonge, c'est pas du tout facile. Et donc pareil, ça nous a endurcis. Je pense que l'association aurait pu se détruire à ce moment-là, mais finalement, elle n'a jamais été aussi forte que quand elle s'en est sortie. Ce qu'ils avaient tous en commun, c'est de se dire qu'être victime, dans notre société actuelle, c'est une manière d'exister. C'est des gens qui avaient des vies extrêmement ternes et qui, là, arrivaient à faire que leur petite histoire rentre un peu dans l'histoire avec un grand H. Et donc, il y avait cette envie d'être victime parce que, à leurs yeux, être victime, ça ouvre tout un tas de droits, ça ouvre tout un tas de reconnaissances, ça donne un statut. Et donc, on a ressenti aussi que, pour une catégorie de gens, être victime, c'était hyper enviable. Parce qu'eux étaient incapables d'avoir l'empathie de se dire que nous, c'était la dernière chose qu'on voulait, que ça nous avait été imposé, et qu'on donnerait tout pour plus être victime. Eux ne voyaient que, entre guillemets, les bons côtés, ou du moins ce que ça proposait pour sortir d'une vie monotone.